relation franco-allemande, elle fonctionne bien quand on part de positions de départ souvent qui sont opposées. C'est ça qui est intéressant. C'est une relation qui se nourrit du conflit pour aller vers un compromis. Le couple franco-allemand n'a jamais tant fait parler. Merkel, Hollande, conflit ou compromis, qui décide et qui suit? Quelles sont les relations sur scène et en coulisses? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, le couple du moment, une émission spéciale et des regards croisés de politiques, de journalistes et d'experts sur ce sujet qui divise à Paris et à Berlin. Donc les relations entre Angela Merkel et François Hollande font beaucoup parler, hein, il y aurait des tensions. Et pourtant, ces derniers temps, les deux ont voulu montrer qu'ils étaient d'accord, quoi qu'on en dise. Je vous montre et on commente après. Faut-il comprendre que concrètement, vous n'êtes pas d'accord sur les mesures à prendre dans ce rapport, parce que vous demandez juste de poursuivre la réflexion sur l'énergie? Non, mais c'est parce que nous sommes d'accord sur la plupart de ces propositions que nous avons demandé à M. Cromeux et à M. Beffa de poursuivre sur un sujet plus particulier, les autres étant déjà largement traités, qui est celui de l'énergie. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand on parle de la France et de l'Allemagne, on croit que nous ne sommes pas d'accord. Et la plupart du temps, nous le sommes. Alors, il peut y avoir des nuances, mais vous insistez sur les nuances en oubliant sur quoi nous sommes mis d'accord. Voilà, hein, quand on parle de la France et l'Allemagne, on croit que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes d'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de François Hollande? C'est vrai, mais ça ne change rien sur les désaccords. Et les désaccords peuvent détruire les restes parce que les désaccords sont toujours importants. Donc il a raison théoriquement, mais c'est un discours plutôt académique. Donc les désaccords sont plus intéressants que les accords. Alors là, on a vu un discours assez consensuel hein, de François Hollande, vous l'avez dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il contraste avec des choses qui avaient été dites quelques temps plus tôt, pas beaucoup plus tôt, dans une interview à la télévision française. Je vous montre. On a l'impression que c'est l'Allemagne qui dit ses voix à l'Europe aujourd'hui. Parfois avec les Pays-Bas, comme sur Chypre, ou avec les Finlandais. Mais on a l'impression que la voix de la France n'est pas entendue. La voix de la France, elle a été entendue sur le pacte de croissance. Elle a été entendue sur l'union bancaire, puisque c'est à notre initiative, et l'Allemagne l'a parfaitement admis, que nous avons pu aller vers ces règles-là qui nous protègent de la spéculation. Pas sur le budget, pas sur l'austérité. La taxe sur les transactions financières, nous l'avons introduite et les Allemands nous ont suivis. Alors, donc, on est dans cette tension amicale avec l'Allemagne, qui, comme vous le savez, Mme Merkel, elle n'a pas les mêmes idées que moi, mais nous avons une obligation, tous les deux, faire que l'Europe puisse avancer. Alors là, nous avons maintenant un débat. Sur la rigueur. Sur la rigueur. Ou pas la rigueur, je vais appeler l'austérité. Ce n'est pas la même chose. Tous les pays d'Europe me disent, il faut que vous teniez ce langage, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et Mme Merkel, elle entend aussi, elle est consciente. Parce qu'elle est européenne. Ça ne se remarque pas beaucoup. Oui, mais enfin, je suis européen. C'est parce que je suis européen que je ne veux pas que l'Europe soit la maison de redressement. Je suis pour le redressement, pas pour la maison de redressement. Cette phrase a beaucoup fait parler en France. Hein, beaucoup de gens ont été choqués par cette phrase. Est-ce que vous pensez que ce genre de discours ont eu des conséquences ou pas? Oui, mais c'est pris comme un signe d'une faiblesse de Hollande, de parler comme oui, moi j'ai convaincu Merkel du pacte de croissance et tout ça, et l'Allemagne qui a suivi. Oui, ce qu'il a beaucoup dit en France, c'est moi qui ai convaincu, qui ai fait évoluer l'Europe. C'est évidemment sa faiblesse de parler comme ça. Ah, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire au contraire, en montrant c'est moi, il affirme sa puissance. Vous dites ça montre sa faiblesse. Pourquoi vous dites ça montre sa faiblesse? Je crois que ce qui se passe en ce moment, que l'Allemagne a réalisé, et le gouvernement allemand qui a réalisé comment la France se sent faible. Et un partenaire faible, c'est toujours un grand risque. Et c'est pour ça que je crois que Merkel a aussi accepté la gouvernance économique et le chef du regroupement plein temps et tout ça. C'est de faire des concessions
plutôt symboliques, mais quand même des concessions symboliques pour donner Hollande une marge de manœuvre. Donc vous êtes correspondant du Spiegel à Paris, donc vous suivez la politique française. Quand vous avez entendu cette interview, vous vous êtes dit « oulala, ça va aller mal avec Madame Merkel » ou qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai pensé, il a dit la vérité. J'ai pensé, il a parlé vrai. C'est une description assez précise de sa relation avec Madame Merkel. Tension amicale. Tension amicale, oui. Je pense qu'ils ont un rapport probablement sur le plan personnel qui est mieux que celui de M. Sarkozy et Mme Merkel. Je pense qu'ils sont plus compatibles. Alors on peut dire que c'est peut-être amical, on n'est pas présent quand ils parlent, mais évidemment, il y a aussi une tension, parce que les deux, comme il dit, n'ont pas les mêmes idées. Et selon vous, pourquoi il parle vrai à ce moment-là? Pourquoi il fait ce choix? Parce que des moments, ils disent tout va très bien, on s'entend super bien, on est d'accord sur tout. Là, pourquoi il fait ce choix d'exprimer? Bon, il y a amical, mais il y a tension aussi, cette tension. Je pense que c'est peut-être un peu un accident. Il est dans une émission, on lui pose des questions assez sévères. Pourquoi on n'entend plus la voix de la France? Et là, il parle vrai. C'est intéressant de voir François Hollande jouer le rôle de l'avocat des Allemands. L'avocat des Allemands. Et Puigdemont, malheureusement, démontre de manière très claire ce manque de perception de l'Allemagne à Paris. Oui, ben, il caricature un peu. Il caricature presque, et c'est pas bon pour moi. Parce que ça fixe quelque part des préjugés négatifs ou de fausses informations. Je dirais même de fausses informations. Ce que fait C'est Puigdemont. ça le reproche que je fais à un certain nombre de confrères français. Et Mme Merkel, elle entend aussi, elle est consciente, parce qu'elle est européenne. Ça ne se remarque pas beaucoup. Par exemple, ce que Puigdemont ne dit pas du tout, d'ailleurs non plus François Hollande, ce sont les grands pas de l'Allemagne depuis le début de la crise. L'Allemagne a quand même soutenu sans équivoque la politique de la Banque Centrale Européenne de Draghi, contre toute l'orthodoxie allemande, qu'on a vu aussi. Elle a fait l'engagement des garanties d'État quand même qui dépassent largement le budget allemand, 500 milliards, c'est même pas une somme négligeable. Et surtout une chose, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, ce que personne ne raconte, Madame Merkel, chaque fois, elle doit aller au Parlement, au Bundestag, et chaque fois, elle a eu les 80% du Bundestag derrière elle, y compris les socialistes. D'où cette illusion aussi parisienne de se dire « Ah oui, il y a les chrétiens démocrates, c'est la droite comme chez nous, les sociaux-démocrates, c'est comme chez nous, les PS ». Or, en politique européenne, c'est totalement différent. Je crois, très franchement, que les différences entre Mme Merkel et François Hollande et les différences entre Sarkozy et Merkel ne sont pas tellement différents. Ah bon? Parce que si on parlait avec les collaborateurs de Sarkozy en automne 2011, ils avaient les mêmes problèmes avec Mme Merkel. Ils disaient elle parle que du budget, elle ne veut pas que la Banque Centrale Européenne intervienne. Et je pense vraiment qu'il y a là deux positions entre la France et l'Allemagne qui sont historiquement différentes. Il y a toujours eu des divergences, il y a toujours eu de points de vue différents entre nos deux pays. Moi, je crois que c'est justement cette différence qui est une valeur en elle-même pour le développement de l'Europe. Et là, il parle beaucoup de ce qu'il a fait lui. La voix de la France a été entendue. Sur l'union bancaire, c'est nous. Le pacte, il parle du pacte de croissance. Donc, il met beaucoup en avant ce qu'il a fait lui. Alors, évidemment, il parle aux Français. Là, il dit tout ce qu'il a fait. Est-ce que ça vous paraît juste ou est-ce que vous qui êtes
SPD, donc gauche allemande. Ça vous paraît quand même un petit peu exagéré, ce rôle de François Hollande tel qu'il le met en avant là? Non, je ne le trouve pas du tout exagéré, puisque, alors là, il a parlé de projets que les sociodémocrates allemands ont propagés aussi, mais dans leur rôle d'opposition, ils n'ont pas eu assez de poids pour pouvoir réaliser. Mais avec cette coopération avec François Hollande, il a pu imposer ses idées. En même temps, François Hollande a été élu en disant qu'il allait renégocier le pacte européen et puis finalement il ne l'a pas fait. Alors il a dit on a rajouté un volet croissance, mais enfin on a quand même eu l'impression en France qu'il mangeait un peu son chapeau et que finalement il avait fait marche arrière par rapport à tous ces thèmes de campagne. Ça vous paraît pas quand même un rétropédalage, le fait qu'il n'a pas pu finalement peser autant qu'il le voulait? Mais alors là, il faut que je dise, c'était clair qu'il n'a pas pu renégocier. C'était clair pour tout le monde qui connaît le système européen. Un contrat qui a été négocié avec 27 États membres ne peut pas être renégocié quand il y a un changement de gouvernement. Si on pratiquait cela, on n'arriverait jamais à atteindre un but. Vous dites, on sait bien qu'on ne peut pas renégocier, mais il le savait aussi, selon vous? Il savait qu'il ne pourrait pas renégocier et il a dit ça dans la campagne? C'était peut-être la campagne électorale. Oui, c'était la campagne, parce qu'il était naïf alors, il s'est trompé. Non, je ne crois pas qu'il a été naïf. Mais je crois que ça, c'est une erreur que beaucoup de politiciens commettent, de faire semblant de pouvoir vraiment présenter et défendre les intérêts nationaux contre les intérêts européens et qu'en réalité, il faut que les intérêts nationaux soient impliqués dans les intérêts européens. Et comme ça, on nourrit un peu l'euroscepticisme. C'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Il faut se rappeler aussi que pendant la campagne, hein, la question de la renégociation dont vous parlez avait été très présente, puis la question aussi de la tension. Alors pour le coup, elle n'était pas amicale toujours, la tension franco-allemande. Et il y avait eu des propos que je voulais vous faire vous soumettre, donc d'Arnaud Montebourg, hein, qui incarne l'aile gauche du PS, à propos de Madame Merkel. Donc là, c'était pendant la campagne électorale, c'était un petit peu justement le ton de cette campagne. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Pour moi, la question finalement du nationalisme allemand qui est en train de ressurgir à travers la politique à la Bismarck de Madame Merkel, et j'emploie là une expression qu'a employée le président du SPD devant le Bureau national socialiste il y a quelques mois, il est venu nous dire qu'elle se comportait comme une forme de Bismarck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle construit la confrontation pour imposer sa domination. Alors, le moment, pardon, ça va. Le moment, laissez-moi finir une phrase. Oui, mais vous permettez, c'est des questions sensibles et intéressantes. Et le moment est venu, maintenant, d'assumer la confrontation politique face à l'Allemagne et de défendre nos valeurs. Alors vous dites l'ordre allemand, vous dites le nationalisme allemand. L'égoïsme allemand, je vous le dis. Maintenant, je le dis. On n'est pas en 1939 là quand même. Nous sommes dans une période où les choix politiques que nous allons imposer à nos peuples sont extrêmement dangereux. Si l'Allemagne réussit à imposer la cure grecque à tous les pays européens, y compris la France, vous aurez la montée des nationalismes, du populisme dans tous les pays et des extrêmes droites. Je crois que c'était un ton trop agressif. Mais je crois que c'est une chose que quand nous, comme autres Allemands, nous critiquons Madame Merkel, et puis alors, on avait vraiment des raisons pour la comparer à Bismarck. Alors, il y avait un grand journal, un quotidien allemand, qui l'a dit, c'est Die Eiserne Kanzlerin, alors la chancelière en fer. Et puis, on l'avait vraiment comparé à Bismarck. Et, mais cela aussi, c'était une tournure et un comportement qui visait la politique intérieure, où elle disait, comme François Hollande le disait en France, nous, on défend les intérêts allemands. De l'autre côté... Ah, d'accord, c'était l'idée de dire on défend les intérêts allemands. Oui, 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 oui. Et lui, en la critiquant et en la traitant de Bismarck et en reprenant cet argument, en fait, il veut défendre les intérêts français. Donc il fait un peu la même chose, en fait, oui, finalement. Ça. Et de toute façon,
Je crois qu'on ne peut jamais reprocher à Mme Merkel qu'elle était agressive envers, contre d'autres États membres. Ça, non. Parce que l'Allemagne, à ce moment, a beaucoup de succès économique, de se comporter d'une manière comparable comme l'Allemagne aiderait les autres à se redresser aussi. C'est pendant la campagne électorale. Voilà. Mais c'est quand même un discours qui monte pas mal et qu'on a pas mal entendu ces derniers temps en France. Est-ce que c'est pas aussi un nouveau discours sur l'Allemagne? Je voulais savoir ce que ça vous inspire. Alors, j'aimerais bien dire plusieurs choses à Arnaud Montebourg. J'aimerais bien lui dire qu'il se trompe d'abord sur Bismarck. Je suis historien et je pense que la politique de Bismarck n'est pas aussi simple. C'était sans doute une politique de la grande puissance allemande. C'est le premier chancelier de l'Allemagne unifiée après 1870-71. Mais ce n'était pas un homme franchement guerrier. Ce n'était pas un chancelier d'une Allemagne nation de proie. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il se trompe sur les intentions d'Angela Merkel, je pense. Sans doute, Angela Merkel est une chancelière, une femme politique plus consciente peut-être encore que son prédécesseur Schröder de la puissance de l'Allemagne. Mais de là à dire qu'elle fait une politique à la Bismarck, c'est aller trop loin, je pense. Pourquoi est-ce que c'est aller trop loin? Parce que s'il y a une chose que l'Allemagne craint, c'est d'être isolée en Allemagne. Là, c'est vraiment la panique allemande, c'est d'être seule en Allemagne. Et si l'Allemagne... Puissante mais seule. Puissante mais seule. Et alors, toute, évidemment, seulement tentative hégémonique de l'Allemagne susciterait évidemment tout de suite l'opposition de tous les États autour de l'Allemagne. Donc, je pense que c'est un propos exagérément simpliste, un propos de campagne qu'il faut quand même mettre dans le contexte. Mais du coup, la question qu'on se pose souvent, c'est comment tout ça est pris en Allemagne, du coup. C'est compris, parce que là, on est dans un contexte de campagne électorale. C'est une certaine voix de la gauche française aussi, qui continue à s'exprimer aujourd'hui à travers Jean-Luc Mélenchon, entre autres. C'est perçu comment, du coup? Alors, on comprend mal cette gauche française, qui est à la fois très à gauche socialement et qui est très nationale, qui est nationale et sociale, voire socialiste en même temps. La gauche allemande, elle a la grande leçon de l'histoire pour la gauche allemande, c'est justement de ne plus être nationaliste, d'être réformiste, sans doute, surtout cela, mais de ne pas être nationaliste et de considérer l'Europe et le cadre européen vraiment comme un cadre de référence qui n'est pas à dépasser. Alors, ce ton, c'était pendant la campagne. Cela dit, après et récemment, il y a eu encore des mots assez dur. Alors, ce n'était pas dans la bouche du gouvernement, mais dans un texte du Parti socialiste, un texte pour préparer une convention sur l'Europe. Je vous montre un reportage. Les socialistes durcissent le ton contre l'austérité en Europe. Dans un document interne, ils appellent à la confrontation démocratique avec l'Allemagne, fustigeant au passage l'intransigeance égoïste de la chancelière Angela Merkel. Ce n'est pas une confrontation de personnes, ce n'est pas un problème entre des nations, c'est une confrontation entre deux lignes économiques, deux lignes politiques. La priorité que François Hollande, que les socialistes français veulent donner aujourd'hui en Europe, c'est à sortir de la crise par la croissance, par l'emploi, pas en ajoutant de l'austérité à la récession. De plus en plus de responsables socialistes dénoncent les politiques d'austérité en Europe. Le président de l'Assemblée lui-même, Claude Barthelone, a appelé à une confrontation avec Angela Merkel. La droite s'inquiète d'une dégradation du climat entre les deux partenaires historiques de l'Europe. Dans le journal Le Monde, Alain Juppé dénonce le péril mortel d'une confrontation avec Berlin. Pour lui, la confiance avec l'Allemagne est rompue. Jean-Marc Ayrault a tenté de calmer le jeu en signant un tweet dans la langue de Goethe, vantant l'amitié franco-allemande. On ne résoudra pas les problèmes de l'Europe sans un dialogue intense et sincère entre la France et l'Allemagne. Mais je crois que Jean-Marc Ayrault a tout à fait raison, qu'on ne résout pas les problèmes en parlant l'un sur l'autre, en se confrontant, mais en discutant. Vous trouvez que là, le PS prend une position trop violente ou vous dites finalement c'est normal, il y a un jeu de politique intérieure et ils ont raison? Moi, je trouve que c'est normal
qu'il faut, quand on est dans la politique, il faut supporter qu'on est critiqué d'une manière aussi très, très claire, mais on ne peut pas rester là. Il faut vraiment ensuite discuter ensemble, parler ensemble. Certaines mauvaises langues disent qu'après tout, son cabinet a laissé faire, parce qu'après tout, faire monter la pression vis-à-vis de l'Allemagne n'est pas non plus quelque chose qui dérangeait tellement, dans la mesure où on sait bien qu'il y a quand même des désaccords, puisque vous savez que les Allemands, en fond, disent « commençons par régler les problèmes de fond, on verra après », et que les Français disent « commençons par voir tout de suite les questions de relance, d'emploi, et après, on essaiera au fur et à mesure des possibilités de régler les problèmes de fond ». Donc là, il y a quand même une différence, et quelque part, ça pouvait aider éventuellement François Hollande d'avoir un parti français qui faisait pression, en tout cas certains pouvaient le croire, sur l'Allemagne. Et quand Alain Juppé dit dans Le Monde, ce qu'on entend dans le reportage, la confiance avec l'Allemagne est rompue à cause de cette position du Parti socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous trouvez qu'il exagère aussi parce qu'il y a aussi là un jeu politique? Il a exprimé que c'est vraiment un ton dangereux et je suis très content que le Parti socialiste ait très vite compris que ce n'est pas la manière de résoudre les problèmes en Europe. Et donc vous avez parlé effectivement de cette position du PS. Le tweet de Jean-Marc Ayrault en allemand pour essayer de rattraper les choses, c'est bienvenu ça Bien sûr, il est germaniste, il connaît notre langue et disons c'était peut-être un très sympa pour démontrer qu'on est quand même des partenaires étroitement liés l'un à l'autre et qu'on n'est pas des adversaires. L'égoïsme allemand, je pense que c'est une notion injuste. Parce que l'Allemagne a quand même fait preuve de solidarité. Alors sur le choix de ce terme effectivement égoïste qui est employé et par Arnaud Montebourg dans la campagne et là, donc c'est un mot qui a l'air de revenir assez souvent. On se demande si ce n'est pas aussi un mot qui est lié au rapport de force, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est-à-dire qu'on traite peut-être d'égoïste celui qui a plus. Qui a plus, qui a peut-être momentanément d'ailleurs. Momentanément qui le sait, une force plus grande. Bon, la France aura excédé l'Allemagne de loin en population en 2040. C'est pas si loin que ça, n'est-ce pas? C'est dans 30 ans, 40 ans. Mais c'est une perception d'un rapport de force en tout cas. C'est la perception en ce moment, effectivement. Et donc, du coup, c'est une sorte de blessure plus importante, j'ose dire, pour une nation qui pense, qui conçoit qu'elle a une mission en Europe, hein, la mission des droits de l'homme, la mission de l'égalité, les valeurs révolutionnaires. Et juste concernant effectivement le discours politique, là, la manière dont Jean-Marc Ayrault cherche à rattraper les choses là, avec ses tweets en allemand, ça vous paraît... Ça me paraît surtout traduire des clivages au sein de la gauche française, n'est-ce pas? C'est assez inquiétant un peu de voir en Allemagne que la droite française apparaît comme le courant politique qui défendrait les positions allemandes, n'est-ce pas? Et que la gauche française, plutôt le contraire, en tout cas une partie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Regardez la position devenue entre-temps très présidentialiste de François Hollande, mais aussi Jean-Marc Ayrault, mais aussi toute une partie de la gauche modérée au sein de la coalition gouvernementale, de la majorité présidentielle et gouvernementale française actuelle, ne partagent pas les points de vue d'Arnaud Montebourg. D'accord. Sur le texte du Parti socialiste, le seul qui compte à mes yeux, c'est celui qui vient d'être adopté par ce parti. Mais il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le premier secrétaire du Parti socialiste. Donc je regarde ce que fait ce parti, et en l'occurrence, le texte qui, pour moi, est le seul qui doit être lu par nos partenaires, parce qu'ils lisent, c'est normal, ce que peut renvoyer un parti de gouvernement, c'est le texte qui n'a pas besoin, pour faire prévaloir un point de vue, de mettre en cause un leader en Europe ou un pays en particulier, surtout l'Allemagne.
Voilà, il y a le texte que doivent dire les partenaires et la version du texte que doivent dire les partenaires, la version du texte que ne doivent pas lire les partenaires. Là, que pensez-vous de cette réaction de François Hollande et sur effectivement le fait qu'il faut travailler ensemble, qu'on a toujours travaillé ensemble de cette manière et finalement il s'inscrit dans une longue tradition. Là, c'est un peu ce qu'il nous dit. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il s'inscrit aussi dans la fonction du président de la République, alors du président de la 5e, qui est l'homme au-dessus des partis. C'est ce qu'il nous dit. Je crois que c'est très clairement une réponse très diplomatique à ceux qui le contestent au sein de son parti. Son principal problème, c'est moins l'opposition de droite que la gauche de son parti. Je pense que c'est un des grands problèmes qui se posent au président de la République actuel. Vous dites qu'il est un peu schizophrène, hein, François Hollande, parce qu'il y a effectivement un parti socialiste très clivé. Malgré lui, d'une certaine manière, il n'a pas le choix. Schizophrène malgré lui. Et alors, en même temps, fin mai 2013, il a été assisté aux 150 ans du SPD à Leipzig, hein, en présence d'Angela Merkel. Et alors là, il a tenu des propos qui ont beaucoup surpris. Alors, je voulais vous les faire commenter. Le progrès, c'est aussi de faire, dans des moments difficiles, des choix courageux pour préserver l'emploi, pour anticiper les mutations industrielles. Et c'est ce qu'a fait Gerhard Schröder ici en Allemagne et qui permet aujourd'hui à votre pays d'être en avance sur d'autres. Ces décisions ne sont pas faciles à prendre. Elles peuvent même faire surgir des controverses. Mais rien ne se construit, rien de solide ne se bâtit en ignorant le réel. Le réalisme, c'est également l'apport de la social-démocratie allemande. Le réalisme, ce n'est pas le renoncement à l'idéal, c'est un des moyens les plus sûrs de l'atteindre. Le réformisme, ce n'est pas l'acceptation d'une fatalité, c'est l'affirmation d'une volonté. Le compromis, ce n'est pas un arrangement, mais un dépassement de la réalité. Vous avez dit, ça a surpris ce discours en Allemagne. Ouais. Pourquoi ça a surpris? Oui, parce qu'on a un peu perdu l'espoir avec Hollande. Et donc, ça a redonné peut-être un peu de cet espoir-là. Espoir quoi? Qu'il fasse des réformes? Qu'il fasse des réformes, oui. C'est ça, c'est le fond, c'est l'espoir sur le fond, sur la politique française, pas sur la posture, c'est sur le fond. Oui. Pour moi, c'était un des discours les plus intelligents de Hollande parce qu'il ne parle seulement pas des réformes et des problèmes généraux des réformes, il parle de sa situation. Il parle de sa situation difficile, pourquoi c'est pas si facile d'être courageux. On ne sait pas encore s'il peut être courageux, mais il a parlé de son difficulté d'être courageux. D'accord, oui, il a parlé de son problème personnel. Là, pour... Exactement ça. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce discours-là. Il n'a pas dit qu'il voulait faire la même chose en France. Il n'a pas encore dit qu'est-ce qu'étaient ses conclusions de tout cela. Pour moi, c'est surprenant qu'il a décidé de dire ça. Je pense que la présidence de François Hollande est vraiment très ambiguë. Il a choisi l'ambiguïté pendant très longtemps et il n'est pas encore sorti de cette ambiguïté. Il reste pour moi toujours énigmatique même après ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire. Il faut bien voir que le problème de François Hollande, c'est qu'il fait une politique contrainte qui n'est pas aimée par le Parti socialiste, par une partie de l'opinion. Et donc il faut toujours qu'il essaye de montrer qu'il obtient des choses de Mme Merkel. Ce qu'on voit dans cet extrait. Voilà, il faut qu'il obtient des choses de Mme Merkel et qu'en même temps, ils ne sont pas d'accord sur le fond. Voilà. Ensuite, on applique quand même le pacte de stabilité qu'on a signé et qui nous oblige, qu'on le veuille ou non, à faire un certain nombre d'économies et de réduire nos déficits.
Ouais, en même temps, il est un peu parfois, comment dire, il jongle un peu avec les deux postures. Mais vous avez remarqué que c'est son mode de gouvernement. C'était déjà comme ça passé. C'est son mode de gouvernement. Voilà, il calcule au plus près. Hein. C'est comme ça qu'il gouverne, François Hollande. Il veut absolument ne perdre sur aucun tableau. Donc il rééquilibre sans arrêt selon les besoins du moment, soit vers l'Allemagne, soit vers le Parti socialiste ou d'autres choses. Voilà, ça c'est sa façon de gouverner. Et d'ailleurs qui présente l'inconvénient que du coup on ne sait pas toujours exactement ce qu'est sa ligne. Et c'est ce qu'a fait Gerhard Schröder ici en Allemagne et qui permet aujourd'hui à votre pays d'être en avance sur d'autres. En avance sur d'autres, dit-il, et dans le sur d'autres, on entend en avance sur la France. Hein. Là, il choisit clairement une ligne. On n'est plus dans la schizophrénie. Oui, en même temps, il y a un double message. C'est-à-dire qu'il y a un message à l'attention du Parti socialiste français qui consiste à dire n'oubliez pas quand même que les réformes qui ont été faites en Allemagne ont été faites par un social-démocrate. Hein, ce qu'on est en train de vivre actuellement en Allemagne comme conséquence économique, ça a été lancé par Schröder, qui était un social-démocrate. Et puis, il y a un message à l'attention des socialistes allemands. On ne sait jamais si vous gagnez les élections au Bundestag, ce qui n'est pas du tout certain, au mois de septembre de 2013. Moi, je suis un vrai social-démocrate, c'est-à-dire que si vous avez des soupçons à l'égard d'une partie des miens qui n'auraient pas fait leur Bad Godesberg, c'est-à-dire qui ne seraient pas passés à la social-démocratie, moi je suis un vrai social-démocrate. Ah, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup commenté ce message vis-à-vis de la France en disant, voilà, il envoie un signal depuis l'Allemagne à la France, mais il envoie aussi un signal au SPD allemand en disant, je suis comme vous, finalement. Et je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. Je ne suis pas comme ces socialistes qui font des moutures de texte. Exactement. Moi, j'ai les mains dans le cambouis et je suis en charge des réformes. Alors là, on se projette sur les élections. Alors ce qui est assez curieux, puisqu'on parle des élections, c'est que François Hollande, proche du SPD, là, vous dites, il adresse directement un message, refuse de se prononcer, de s'exprimer, d'exprimer un soutien. Il l'a explicité, je vous montre. Une défaite d'Angela Merkel ferait vos affaires en octobre prochain. Non, je ne me mêle pas des affaires électorales des autres. Ce que d'ailleurs j'ai demandé dans la campagne précédente, qu'on ne se mêle pas des affaires de la France. Ça n'a pas été tout à fait entendu d'ailleurs la dernière fois. Donc je ne vais pas faire à d'autres ce que d'autres m'ont fait. Voilà, alors allusion très explicite. Alors pour ceux qui ont un peu oublié, hein, qui n'ont plus la mémoire, eh bien, il fait allusion au soutien d'Angela Merkel à Nicolas Sarkozy. Juste avant que celui-ci se déclare candidat, je vous remontre un petit extrait et puis on commente. Les socialistes français vous reprochent de trop soutenir le président sortant. Alors, est-ce que vous allez recevoir le candidat socialiste François Hollande à Berlin? Ministerrat und deshalb haben wir viel zu tun und zu arbeiten. Ich glaube, dass Je crois que nos gouvernements coopèrent très étroitement en Europe. Il est tout à fait normal qu'on soutienne nos partis amis. Rappelez-vous qu'en mai 2009, je crois, le président français, donc avant l'élection européenne, mais également avant l'élection générale en Allemagne, le président français est venu à Berlin pour me soutenir très ouvertement. Je n'y vois rien de négatif. Et le candidat François Hollande s'est rendu au congrès du SPD en Allemagne. C'est tout à fait normal. Madame Merkel n'était pas présente lors de la campagne de Nicolas Sarkozy. Par contre, le président du SPD, il était sur la tribune au Bourget à côté de Monsieur Hollande. Et je trouve ça tout à fait normal. Dans le fond, dans la relation franco-allemande, on n'avait jamais eu un chancelier qui soutenait de façon aussi explicite la réélection d'un candidat. Il se trouve que c'était le sortant. Et je pense que c'était une erreur. C'était une erreur, c'était une imprudence. Ce qui d'ailleurs est étonnant, parce que Mme Merkel n'est pas vraiment une femme politique imprudente. Je pense que Mme Merkel, à cette époque, elle était assez contente avec Sarkozy, parce qu'elle pensait, avec toutes les difficultés qu'on avait, finalement, on a trouvé une sorte
rapport, une sorte d'unité. Au moment où il y avait la crise de l'euro, etc., etc. Voilà. Alors, elle voulait bien continuer à travailler avec Nicolas Sarkozy. En même temps, je pense qu'elle se méfiait vraiment des socialistes français. Elle pensait que le programme de François Hollande, pour elle, c'était vraiment un programme dépensier, laxiste, vraiment le contraire de ce qu'elle voulait. Je pense qu'elle n'avait pas vraiment confiance dans le pragmatisme de François Hollande. Et elle ne voulait pas fâcher Nicolas Sarkozy en recevant, en voyant François Hollande. Je trouve que ce que dit Hollande sur le fait qu'il ne la soutiendra pas explicitement, que ni elle ni le SPD, voilà. D'ailleurs, plutôt le... Exactement, qu'il faut garder de la réserve. C'est plutôt une leçon de l'erreur, enfin, qui tire de l'erreur de Madame Merkel. En l'attaquant un peu oui. Aussi. Il y a un petit peu la rancune, non? Non. Oh, un petit peu, ça fait un peu partie du jeu. On dit, ah oui, non, ça veut dire aussi, vous savez, on dit toujours que les Allemands sont très bons et que nous, on est moins bons, etc. Bon, là, sur ce coup-là, j'ai quand même plus de sens politique que Madame Merkel. Mais ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça peut vouloir dire qu'il a compris que finalement, sur les sujets européens et économiques, il n'est pas certain du tout que ce sera plus facile de négocier avec le SPD que ça ne l'est avec Madame Merkel. Ça, c'est un peu parfois un rêve de certains socialistes français de penser que si c'est le SPD qui est au gouvernement à Berlin, on va réussir à les rallier à un modèle néo-keynésien à la française, etc. Pas sûr du tout. Juste pour terminer l'aspect un peu des relations personnelles, c'est toujours amusant. Alors on avait vu qu'avec Nicolas Sarkozy et Madame Merkel, ça avait mal commencé en termes de style, puis finalement ils s'entendaient très bien à la fin, puisque Madame Merkel avait soutenu Nicolas Sarkozy dans la campagne. François Hollande, il paraît que ça n'avait pas très bien commencé, puis là ils n'arrêtent pas de parler de leur bonne entente. Je vous montre deux petits extraits. Angela Merkel et François Hollande cherchent à donner l'image d'un couple uni. Et quand on leur demande si le courant passe entre eux... Le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité. L'alchimie est bonne entre nous. C'est le secret le mieux gardé. Le courant passe. Nous pouvons ainsi travailler tranquillement. Alors juste sur la blague. Le courant passe entre nous, c'est le secret le mieux gardé. C'est quand même amusant comme formulation de Madame Merkel. Ça veut dire quoi? C'est de l'ironie. Elle dit, tout le monde dans la presse, on ne cesse de parler de notre mésentendement. Et en réalité, nous nous entendons très bien. Et vous pensez que c'est vrai? Vous pensez que c'est vrai ou pas? Enfin, je crois que, je l'avais déjà dit, que leur caractère est vraiment très comparable. Et Madame Merkel préfère en tout cas un caractère comme François Hollande. Même si vous venez de dire qu'à la fin, elle s'est très bien entendue avec Sarkozy. Alors c'était de la rationalité politique. Mais pour son caractère, elle avait toujours des problèmes avec lui. Oui, parce qu'elle l'a quand même soutenu, etc. D'accord. Oui, c'est la politique. Elle est très rationnelle. C'est parce qu'elle voulait que les conservateurs en France gagnent des élections. C'est pour cela. Mais ce n'est pas parce qu'elle a aimé Nicolas Sarkozy. Et vous dites leur caractère se ressemble. Alors, comment vous le qualifieriez, leur caractère, les points communs de leur caractère? Alors, pragmatique, très réfléchi. Alors, il y a des moments où on avait reproché à Madame Merkel d'être hésitante. Je me rappelle de Sarkozy qui disait l'Allemagne réfléchit, la France travaille. Et maintenant, on a deux personnages dont on dit ils hésitent. Madame Merkel, elle avait soutenu Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, tout ça, c'est oublié. Elle est très à l'aise, elle est là, quand elle rigole et tout, vous qui la connaissez mieux que nous, elle est tout à fait naturelle et parfaitement à l'aise avec François Hollande. Ou pas tout à fait quand même. Enfin,
Il faut connaître Madame Merkel. C'est une femme qui ne connaît pas de vanité. Et c'est pour cela qu'elle est très réaliste, elle reconnaît les réalités. Et la réalité, c'est que l'Europe a besoin de la France et de l'Allemagne et que le président de la République et la chancelière sont obligés d'exercer un leadership pour l'Europe. Et c'est une réaction extrêmement professionnelle et elle le fait sans aucune rancune. Oui, par contre, tout à l'heure, on entendait l'extrait de François Hollande qui disait « je ne prendrai pas parti, d'autres l'ont fait ». Lui, il a un peu de rancune, ils n'ont pas tout à fait le même caractère alors. Bon, il est toujours dans sa première année, après quelques temps à l'Élysée, il va s'habituer à la normalité de la coopération franco-allemande. Mais question assez curieuse, cette comparaison éternelle de couple. Vous dites tandem, vous dites pas couple. Cette notion de couple qui est très mise en avant dans les médias, elle est nouvelle. Pour moi, la notion de couple est réservée quelque part à un couple, en réalité. Mais alors une épouse. Mais là, je parle plutôt de tandem de politique au sein de la politique européenne. Et ça change quoi qu'on parle de couple? Qu'est-ce que ça change, enfin, dans les relations, dans la compréhension qu'on peut en avoir? On essaie, pour moi, de personnaliser de manière trop forte cette relation. Or, les deux, chancelière et président de la République, se trouvent, je dirais, font partie d'un système politique, économique, institutionnel, sociétal, des deux côtés de la frontière. Et chacun est imprégné quelque part par ce système. D'où des réflexes politiques qui sont totalement différents de deux côtés. Angela Merkel est venue à Reims, je suis allé à Königsbourg, je suis allé après à Berlin, et aujourd'hui elle est ici au Stade de France pour un match entre la France et l'Allemagne. Et donc c'est vous dire maintenant le niveau auquel nous sommes parvenus de facilité, de relations simples entre nos deux personnes et nos deux pays. Madame la chancelière, vous manifestez souvent votre enthousiasme pendant les matchs. D'où vous vient cette passion du football et du sport? Mais je dois dire qu'Angela Merkel manifeste ses émotions même dans les conseils européens et pas simplement dans les matchs de football. Un pronostic pour ce match? Also ich hoffe mal, sagen wir mal 1-0 für Deutschland. 1-0 pour l'Allemagne peut-être? Non, je crois que ça va être à égalité. Oh. Voilà, vous avez ri, Madame Merkel manifeste ses émotions, c'est un petit peu d'humour aussi sur la chancelière. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ça, elle est toujours très, comment dirais-je, zurückhaltend. Oh là là. Alors, normalement, elle ne s'énerve pas rapidement. Alors, si elle montre des émotions dans le Conseil européen, ça veut dire qu'il y a vraiment de la passion. Et ça n'arrive pas tous les jours. D'accord, mais ça veut dire qu'elle n'est pas toujours d'accord avec François Hollande non plus. Ou avec d'autres. Ou avec d'autres, voilà, on ne sait pas avec qui. C'est intéressant d'ailleurs parce que, bon, outre le fait que François Hollande a un peu de mal avec les noms allemands, puisqu'il n'est pas allé à Königsbourg, mais il est allé à Ludwigsburg, mais c'est pas très simple. Mais là encore, dans la communication politique, il est plutôt meilleur parce qu'il apparaît plus européen qu'elle. Elle dit 1-0 pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression d'être la nationaliste. Alors lui, il dit 1-1. Hein, donc 1-1, ça veut dire voilà, égalité entre la France et l'Allemagne. Donc nous sommes dans une même catégorie, une même famille. Aimerait-il? Voilà, voilà. Et je pense qu'ils sont les deux assez pragmatiques et je pense qu'ils sont les deux assez... ils ne font pas les grands pas, ils ne sont pas très courageux les deux, je pense. Alors là, il y a une similarité évidente, mais je pense aussi que la différence entre eux, le problème entre eux, c'était jamais le personnel. Je pense au début, il y avait cette méfiance parce qu'elle ne voulait pas le recevoir, mais le grand problème, c'est vraiment sur le plan politique et idéologique. Vous avez toujours un excellent niveau en français. C'était quel extrait? C'est le numéro 9. C'est le début du mandat. Donc mon 9 ou votre 9? Non, le mien. Attendez, j'attends le tram. Parce qu'il fait un boucan horrible.